Alors que les Français libres combattent sur tous les fronts, en France, des hommes et des femmes vont résister pendant toute la guerre à l'occupant et au régime de Vichy. Traqués sans relâche, ils vont se battre et survivre pour que vive la France. Le 22 juin 1940, pour signer l'armistice, Hitler convoque personnellement la délégation française à Rotonde, dans le même wagon où fut signé celui de novembre 1918. La France est morcelée, les Allemands en occupent les 2/3, le gouvernement du maréchal Pétain s'installe à Vichy. Entre les deux, il faut montrer patte blanche pour passer une ligne de démarcation. Nous avons donc couché à Bergerac, étant alors en France zone libre, et j'ai écrit une lettre à mon évêque, c'est-à-dire à Monseigneur Saliège, en lui demandant la permission de passer en Angleterre. J'ai reçu une lettre très courte, très cher ami, je vous comprends, votre devoir est de rester ici avec moi. Très affectueusement à vous, à bientôt. Saliège. Bon, je n'ai pas la permission, eh bien. Alors ça veut dire la résistance. Le mot n'était pas connu encore. Enfin, c'était ça. Lorsque le canon tonne à Mers-el-Kébir, le 3 juillet 1940, Jean-Pierre Vernant se trouve à Narbonne, démobilisé avec son frère. Il y a une espèce de raz-de-marée anti-britannique. Ces salauds qui assassinent nos marins, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Avec mon frère, on fait une petite affichette, là, avec simplement « Vive l'Angleterre pour que vive la France ». Et on colle ça sur les murs de Narbonne, en masse. Tous les deux? Tous les deux. Avec des copains? Non, tous les deux, tout seul. Vous me disiez, votre frère a acheté la machine? Pas une machine, c'était un truc qu'on faisait à la main. On passait la journée à faire ça et le soir, on allait les coller. Le grand problème qui m'a interpellé, moi, c'est la poignée de main de Montoire, qui a eu lieu en fin octobre 40, où nous avons appris que le maréchal Pétain s'était lancé dans une opération de collaboration. Ça veut dire qu'il entendait aider l'adversaire d'hier, qui, pour nous, continuait à être l'adversaire d'aujourd'hui. Et puis, en plus, il y avait eu quelques semaines avant les lois antisémites, mais pas seulement antisémites, anti-francs-maçons et antidémocrates. La résistance va commencer par de petits gestes anodins qui pouvaient coûter la vie. Isolé, chacun de ces hommes va devenir une des pièces de la résistance, mais le puzzle ne se formera que lentement. Et dans ce processus, les journaux clandestins vont jouer un rôle essentiel. Voir des journaux imprimés, pas trop mal, avec des articles bien fichus, ça donnait confiance. Parce que dans le mythe, l'existence d'un journal clandestin donnait le sentiment qu'il y avait une organisation forte derrière. En réalité, les journaux clandestins étaient faits par des toutes petites équipes. Et il est donc commencé à distribuer les journaux de l'époque, quel que soit leur titre, et ça n'avait pas d'importance. L'essentiel, c'était de faire savoir à la population qu'il y avait des gens qui résistaient à Pétain, qui voulaient autre chose. De ces journaux qui sortent et qui meurent, il en est un qui va perdurer sous des noms différents, mais toujours animé par le même homme, Henri Freinet. Officier, Freinet pense qu'il faut bâtir une armée secrète qui frappera l'ennemi le moment venu. De cette certitude naîtra Combat, un des 3 grands mouvements de la résistance en zone sud, avec Francs-Tireurs et Libération, que crée Emmanuel Dastier de la Vigerie, Jean Cavaillès, un jeune prof de philo, qui lui-même avait recruté Lucie Aubrac. Le plus souvent, le hasard prenait sa part du destin. Mon frère, qui était à Clermont-Ferrand, était à Clermont le collègue de Cavaillès. Il avait une des classes de philo à Clermont-Ferrand. Cavaillès était à la faculté de Strasbourg, replié à Clermont. Et Cavaillès a vu compris quels étaient les sentiments de mon frère, et il lui a demandé d'aller porter une valise à Lyon, dans laquelle il y avait, j'en sais rien, soit des journaux, soit du matériel d'imprimerie, soit autre chose.
on n'ouvrait pas les valises qui vous étaient confiées. Mon frère y va, un peu inquiet, et il avait reçu pour consigne une adresse, l'étage, sonner, et quand on lui ouvre la porte, dire « La Seine coule à Paris ». Et on devait lui répondre « Sous le pont d'Austerlitz » ou quelque chose comme ça. Ça voulait dire que c'était bien. Ce qu'il fait, alors il ouvre, et c'est un type qui lui ouvre, qu'il n'a jamais vu. Et il lui dit « La Seine coule à Paris », et il entend une voix dans la cuisine qui dit « Sous le pont d'Austerlitz ». Et il voit arriver Lucien Aubrac, qu'il connaissait, que moi je connaissais très bien. Bon, il tombe dans les bras, et elle lui dit tout de suite « Et ton frère ?» Il est à Toulouse. Alors, Lucie et Raymond viennent à Toulouse et me font alors là la proposition. Ils me disent, voilà, est-ce que tu acceptes de prendre la responsabilité des groupes paramilitaires de libération? Tout à fait. Je vois bien avec qui je vais faire ça, très bien. Mais il faut aussi qu'il y ait des Toulousains, que je n'en connaissais pas beaucoup. Alors ils m'ont donné des noms de Toulousains que j'ai été voir. Marseille, hiver 1940. C'est en rencontrant Varian Fry, un Américain décidé seul, comme il peut, mais par tous les moyens, à sauver des hommes des griffes nazies, que Jean Guémeling bascule dans la résistance. Je voulais lui demander s'il ne pouvait pas m'aider à partir en Angleterre. Il dit, écoutez, non, je ne crois pas que c'est pas dans mon travail, mais si vous voulez, vous pouvez m'aider à faire partir des étrangers qui sont très en danger, en très grand danger en France. C'était des anciens ministres socialistes, allemands, autrichiens, etc., qui se trouvaient là et qui étaient effectivement recherchés par la Gestapo et qui avaient besoin d'aider. Alors on les a aidés, je me suis occupé de ça jusqu'à pendant le temps que ça a été possible, pendant 1 an, parce qu'au bout d'1 an, Fry a été expulsé de France à ce moment-là. Jean Guémeling rencontre alors Freinet et rejoint Combat, pour lequel il va créer le service de renseignement et il va les collecter. Tous les renseignements économiques que je pouvais avoir par les chambres de commerce et sur l'activité économique en France, sur les réquisitions allemandes et évidemment sur les mouvements de l'armée allemande en France, de l'armée d'occupation, de la Gestapo, etc. Le 22 juin 1941, avec l'invasion de l'Union soviétique, Hitler précipite le Parti communiste dans la résistance, qui récupère alors certains de ses militants engagés des premiers jours. Georges Guingouin, le premier d'entre tous, le préfet des maquis. Henri Tanguy, qui deviendra Roll Tanguy. Louis Blaisy, prisonnier en Allemagne, avec une seule obsession, s'évader. Du moment que je me suis évadé, en 1941, je savais que c'était pour entrer dans la résistance. C'était pas simplement pour retrouver la liberté, aller revoir ma femme, mes parents, mes amis, mes copains. Non, non. Je savais que j'allais trouver... Parce que je savais... J'ai reçu 2 correspondances de mon épouse pendant le peu de temps que je suis resté. Mais ces lettres, qui ne disaient rien, m'en disaient suffisamment pour savoir que la répression s'abattait sur mes camarades, qu'il y en avait en prison. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait même pas le nom qu'ils étaient en prison. Pour rejoindre Béziers, Louis Blaisy franchira 5 frontières en 11 jours pour immédiatement faire acte de résistance. Acte de résistance, hein, doucement. Hein. Acte de résistance, contacter un gars pour ramasser quelques sous pour les gars emprisonnés. Hein. Les premiers contacts. Hein. Faut-il attendre ou pas le débarquement pour engager la lutte armée, au risque de représailles sur la population? La résistance est partagée, les communistes tranchent. À Nantes, le 20 octobre 1941, ils sont 2 qui abattent un officier allemand. La suite fera de Nantes une ville martyre, la première des villes compagnons de la libération. Mais dans le dispositif allié, l'armée de l'ombre devient une force sur laquelle on peut compter. Toujours en 1941, le 7 décembre, avec l'agression japonaise sur Pearl Harbor, le conflit est devenu mondial. Enfin, le 2 janvier 1942, Jean Moulin est parachuté en zone sud, mandaté par De Gaulle pour prendre contact avec la résistance. Face aux Américains qui lui préfèrent Giraud, il a besoin d'elle pour s'imposer. 1942 sera le tournant de la guerre. Pour Lazar Pitkovitch,
1942 sera l'année du passage brutal entre deux âges, entre deux mondes, du bonheur à l'effroi. Une vie qui finit, une autre qui commence, le 16 juillet 1942. Le 16, au matin, nous, on a frappé à notre porte, ma mère va ouvrir, ce sont les gardiens de la paix. Préparer un petit colis, 24 heures de repas, mais qui, à l'époque où il n'y avait plus rien à manger, même les 24 heures, on ne les avait pas. Et nous sommes partis à pied du 103 rue de Clignancourt jusque la mairie du 18e, c'est pas loin. Et ils avaient pris un préau d'une école qui est juste en face de la rue du Mont-Cenis, juste en face. Et nous avons été tous réunis. Quand je dis nous, tous les juifs du coin, nous avons été réunis là. 12 884 personnes, dont 4 051 enfants, ont été conduits en autobus au vélodrome d'hiver rue Nélaton, dans le 15e arrondissement. En plein mois de juillet, parqués 5 jours sous une verrière, sans poste de secours, sans latrine, sans eau. Vent printanier, c'est le nom de code donné par la police française à l'opération. De cette rafle, il n'existe qu'une seule photo authentifiée. Elle date du 17 au matin. Lazar Petković, lui, dès son arrivée, échafaude un plan pour s'enfuir et demande la permission à son père. Alors, il me dit, si tu peux, tu y vas. Il convainc évidemment ma mère. Et alors là, ça a été pareil, un moment très dur, où je vais dire au revoir à ma mère, je l'embrasse. Elle pleure. Elle pleurait pas toute seule. Et ma sœur, mon père, bon. Donc je quitte mes parents. Je descends en bas à la porte rue Nélaton. Nous sommes déjà en fin d'après-midi. Et là, il y a des... C'est difficile à dire la quantité, des dizaines et des dizaines de mamans, avec leurs bébés sur les bras, qui demandent l'autorisation aux 2 fusils qui sont à la porte de traverser, d'aller chercher de quoi faire boire un peu de lait ou même de l'eau à leur enfant. Il y avait, elle existe toujours, une épicerie en face la porte, là où nous étions rentrés, rue Nélaton. Mais vous imaginez les mamans avec leurs bébés, les 2 fusils n'ont pas fait le poids. Au bout d'un moment, elles ont crié, elles ont hurlé, et elles ont enfoncé ces 2 fusils, et elles ont traversé pour aller acheter. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, les 2 fusils l'ont suivi. Bon, il de vous dire, moi qui avais décidé de m'évader, hein, j'avais arraché mon étoile que j'avais sur le côté gauche, et à ce moment-là, j'étais dehors. 76 000 juifs, dont 10 000 enfants, ont été déportés de France vers les camps d'extermination. 2500 en reviendront. Les juifs sont nos frères, écrit Monseigneur Saliège pour protester contre leur persécution. En chair, comme tous les prêtres du diocèse de Toulouse, l'abbé de Noroy lira cette lettre à la demande de son évêque. Jusqu'en novembre 1942, l'abbé permettra d'ailleurs à de nombreux juifs d'échapper aux nazis. Injuste parmi les nations. J'envoyais les gens dans les forêts. Nous étions plusieurs, j'avais des acquaintances avec des tas de gens. On utilisait les forêts au nord de Toulouse. C'était un endroit idéal pour cacher les gens. Le 6 novembre, je reçois la visite d'un ami et il me dit il va y avoir une manifestation tout à l'heure sur la place du Capitole contre ce type, cet Allemand qui fait une conférence sur l'ordre nouveau. Je prends mon vélo et je me décidé à m'arrêter quelques minutes pour voir cette manifestation et y prendre part pendant quelques... J'arrive là-bas, je vois le monde qui afflue, la place se remplit. Moi, j'avais toujours mon vélo à la main.
Et puis alors on commence à chanter la Marseillaise, à faire des gesticulations anti-allemandes, évidemment. Et alors l'évêque s'est frotté les mains au dîner et a dit, avec son accent verriat, « de nos rois a fait du bon travail ». Et le surlendemain, le 8, ben on a annoncé le débarquement des troupes alliées en Algérie. Pas possible. La ligne de démarcation vole en éclats, les Allemands envahissent la zone sud, René de Noroy est en danger. Déguisé en prêtre espagnol, il passe les Pyrénées, gagne Gibraltar pour rejoindre Alger où la France libre est devenue la France combattante. Robert Masson part également pour Alger. Résistant depuis 1940, enfin il a trouvé le moyen de rejoindre les Français libres. Mais au terme d'un périple éprouvant, à peine arrivé, on m'a dit, ben voilà, ça tombe mal, on comptait beaucoup sur vous. Et il faudrait bien vous faire revenir assez rapidement en France où on a besoin de vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors j'ai accepté, c'est comme ça que j'ai pris, après un certain attente, tant qu'on fasse des papiers, des faux papiers au nom de Samson, comme l'anagramme de mon nom. Et là, on m'a embarqué, après escale à Gibraltar, j'étais embarqué dans un avion et je suis arrivé à Londres où là, j'ai fait le circuit habituel de formation, les questions des chiffres, de la radio, des codes, etc. Et puis l'entraînement parachutage. Enfin, ça a duré un mois. Voilà. Et là, j'étais parachuté en France. En France, où Robert Masson recrutera une trentaine d'agents pour créer de toutes pièces le réseau Samson. Abattu au combat, Claude Raoul Duval est également parachuté. Il mettra 6 mois pour retourner en Angleterre. Mon parachute est tombé dans la forêt du château de Tancarville et a coiffé la cime d'un arbre. Et à ce moment-là, je vois des Allemands qui arrivent vers moi. Alors à 4 pattes, je suis allé vers eux. Et je suis passé entre eux. Alors, eux continuent à monter en poussant des hurlements, en pointant le parachute. Et pendant ce temps-là, moi je descendais à 4 pattes vers le bas de la colline. Il y avait un vieil homme qui était là, qui coupait du bois en bordure du bois. Et je lui dis, monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider? Alors il me regarde, il se redresse, et il me dit, j'ai compris. T'en fais pas, mon petit gars, ils t'auront pas. J'étais prisonnier à la guerre 14-18, j'étais prisonnier à cette guerre-ci, ils t'auront pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu une vie un peu agitée, mais j'avais pris le bon chemin, car il aurait très bien pu me dénoncer, car à cette époque-là, lorsqu'on participait à la capture d'un aviateur, les personnes qui avaient fait ce fait d'armes pouvaient obtenir des autorités allemandes de relâcher un membre de leur famille qui était prisonnier. Donc il y avait une tentation à la délation. Seul à Paris, Lazar Pitkovitch veut se battre. Il finit par trouver le contact avec la résistance. À Lyon, il devient l'agent de liaison d'un certain monsieur Étienne. Mais son véritable nom, Pierre Veloff. J'attendais ses ordres. Il me donnait du courrier, codé ou non, de l'argent et éventuellement des armes. Ça, c'était donc mon travail. Et pour eux, j'étais Petit Louis. Un soir, c'est la Gestapo qui attend Petit Louis. À Lyon, elle porte un nom, Klaus Barbie. Petit Louis a passé une après-midi entre ses mains. Toute sa vie, il en a gardé les séquelles. Vous savez, il y a des visages qui ne s'effacent pas. Et celui-là, je peux vous dire qu'il ne s'est pas effacé. Vous avez 14 ans quand vous vous retrouvez en face de Klaus Barbie et de la Gestapo. Vous n'avez pas eu un instant de dire je vais leur dire ce que je sais et comme ça ils ne me frappent plus? Ah non. Pas un instant. Pas une seconde. Je parle de ce que j'ai vécu. Hein. Je dis bien, je n'ai pas eu le droit à la baignoire. Mais je pense que si j'étais resté plus longtemps, je ne sais pas. Mais je n'ai connu que les coups de poing et les coups de pied. Tout ce que j'ai connu. Déjà pas mal. Il y a des types qui étaient mes élèves, dès 1941, un en particulier.
avec qui j'étais très ami, type absolument épatant, Charvet. Et puis je l'ai rencontré à une réunion, par hasard. Et lui et moi avons fait semblant de ne pas nous connaître. On me l'a présenté, moi je ne me rappelle plus, la com, je devais m'appeler, et lui Souris. Il faisait partie de l'intendance maquis où tous les membres avaient des noms de bêtes. Il y en avait un autre qui s'appelait Renard, qui était avec lui. Et le soir, on me dit, Souris et Renard ont été arrêtés. Renard a pu s'évader. Il faut faire attention parce que Souris a parlé. Je dis, ah bon, sans blague. Si Souris avait parlé, il connaissait tout de moi. Mon nom, mon métier et ma maison où il était venu. Mais j'en ai conclu que c'était Renard qui avait parlé, qui avait fait une fausse évasion, ce qui était vrai. Alors pendant toute une période, on m'a dit, Renard, vous l'êtes rencontré? Non. Finalement, je l'ai rencontré, si j'ose dire. Il était dans une voiture allemande découverte avec des Allemands et moi j'étais en vélo. Et c'est la plus belle course en vélo que j'ai faite parce que je l'ai vu, il m'a vu, il me cherchait. Je me suis débiné dans les rues de Toulouse, en tournant à droite, à gauche, à toute vitesse pour ne pas me faire prendre par ce Renard. J'ai passé complètement au service de la Gestapo. Et Souris, ils l'ont tué. Simone Michel Lévy, Pierre Brossolette, Lord Diebold, Jacques Bingen et tant d'autres anonymes dont il ne reste plus rien ont été torturés par la Gestapo. La plupart sont morts sous leurs coups. De Bertie Albrecht, on connaît le nom de celui qui l'a dénoncé, Jean Multon. Le jour où il a été arrêté par la Gestapo, il a été retourné immédiatement. Il ne travaillait pas avant, j'en suis sûr, mais le jour où il a été pris par la Gestapo, il a été accompagné par un agent allemand, et puis il circulait partout, il dénonçait les gens de la résistance qu'il voyait quand il les rencontrait, etc. Cet agent retourné permet à la Gestapo de décapiter la résistance. Le chef de l'armée secrète, le général de Lestrin, alias Vidal, est arrêté le 9 juin 1943. Pour le remplacer, Jean Moulin convoque 3 semaines plus tard une réunion des chefs de la résistance à Caluire près de Lyon, où tous seront arrêtés. Jean Moulin va mourir, on ne sait ni où, ni comment. Mais avant de disparaître, il avait réussi l'essentiel de sa mission, unifier la résistance derrière le général de Gaulle. Celle-ci s'était dotée d'un bras armé, les groupes francs, dont Serge Ravanel était le chef. On a créé cela d'une façon extrêmement simple. Il faut qu'il y ait quelques spécialistes des coups durs. Par exemple, pour des destructions dans les usines, pour des déraillements ou pour d'autres choses. Des gens capables d'agir vite et fort. Charles Gonard s'impose comme le spécialiste des coups durs. On lui doit quelques-unes des opérations qui ont forgé la légende de la résistance. Je vais vous sembler monstrueux, mais je n'aurais jamais eu l'idée, par mon éducation, par ma formation, de faire des choses pareilles. Mais là, j'en avais tellement assez de l'inefficacité, et notamment de ces gens qui voulaient faire de la résistance mais sans action immédiate, que j'ai exécuté ça sans état d'âme. Le 27 juin 1944, Charles Gonard reçoit l'ordre d'éliminer Philippe Henriot, milicien et ministre de l'Information. Un talent oratoire extraordinaire, à lui tout seul une division blindée au service de la collaboration. En 1940, vous auriez pensé que c'était possible de voir les 3 couleurs à côté du drapeau allemand? J'aurais préféré l'enlever et même l'envoyer à Londres. Et puis, quand tout ça s'est confirmé, je crois que c'est Kriegel Vadrimont qui m'a dit « Bon, c'est évidemment mieux de l'enlever, mais il faut absolument pas que ce soit un échec. Donc, n'hésitez pas si ça se passe pas exactement comme vous voulez. » Alors concrètement, ça s'est passé comment? À 5h30 du matin, donc mes 3 équipes bien entraînées se sont retrouvées à 1 minute près au rendez-vous. Il y en a une qui est partie la première, dirigée par Michel, Pierre Bonner, pour désarmer la garde extérieure. Pendant que ça se faisait, la deuxième
est entré dans le ministère en se faisant ouvrir la porte, a neutralisé le standard du bas. Et puis moi, avec la 3e équipe, je suis monté. C'était à quel étage? Premier. Et le garde du corps était censé être où? Était couché devant la porte de la chambre de Henriot. Eh bien, il n'y était pas. Alors, je sais que j'ai été un petit peu surpris. J'ai frappé à la porte, réveil, qu'est-ce que c'est? Et j'ai expliqué que un attentat était préparé contre le ministre et qu'on était là pour le protéger. Et il nous a ouvert la porte. Et malheureusement, quand je lui ai dit haut les mains, parce que je ne savais pas s'il n'avait pas un revolver, Madame Henriot hurlait tellement qu'il n'a pas compris ce que je lui ai dit, parce que je lui ai dit qu'on voulait l'arrêter et l'emmener. Et lui a commencé à lutter. Alors là, comme ça ne se passait pas exactement comme il voulait, c'est vrai que Desmoulins n'a fait qu'exécuter l'ordre et a tiré. Et quand il a été par terre, j'ai vu qu'il valait mieux lui donner le coup de grâce. Et nous l'avons donné à 2. Mon cher, c'est ça, là, cette époque. Si on veut faire quelque chose, il faut avoir le courage de se salir les mains. Aujourd'hui encore, ça vous arrive d'y repenser, de réfléchir, de peser? Oui, et à chaque fois, je réfléchis et je me dis, heureusement, jamais une situation pareille ne se reproduira, mais si elle se reproduisait, je préférerais refaire ce que j'ai fait que de ne rien faire du tout. Et tandis que le 29 juin 1944, l'État français célébrait les obsèques nationales de Philippe Henriot, depuis 3 semaines, les Alliés avaient débarqué en Normandie. La France libre rejoignait les survivants de l'armée de l'ombre. Bientôt sonnerait le glas de la folie nazie.